Le soir tomba sur Hafnarik dans une brume douce de nuit blanche du nord. Sur la place du marché, les marchands attardés pliaient encore les auvents de toile au-dessus des étals, rassemblant les moutons frisés dans les enclos. El Air embaumait le poisson, la résine, la fumée des feux, et elle, herbe, foulée par des centaines de pas. Au loin, quelqu'un jurait bruyamment parce qu'une bête avait souillé toute la rue. En somme, tout était comme d'habitude. Bjarni était assis dans la taverne, tout près du foyer, le dos appuyé contre la paroi rugueuse de bois, et sentait la fatigue se répandre lentement dans son corps avec la chaleur du feu. Il avait passé toute la journée au marché, criant le prix de sa laine, marchandant âprement chaque morceau d'é, argent, jusqu'à trouver enfin un acheteur qui reconnut la qualité du poil et ne marchanda pas jusqu'à la misère. Ensuite, il avait perdu plusieurs heures à chercher un bon bélier de race. Il en avait trouvé un. Maintenant, l'animal se tenait dans un enclos derrière la taverne. Les brebis étaient achetées, et dans le sac de cuir à sa ceinture tintaient quelques pièces, reste une journée de vente fructueuse. Pour Bjarni, était presque un miracle. Pour la première fois depuis longtemps, il pouvait non seulement survivre, mais aussi se détendre. Dans sa chope, il y avait de la bière brune et forte. Devant lui, sur la table, reposait un morceau de pain de seigle, tendre à elle intérieure, croustillant à elle extérieure, et un morceau de poisson salé qu'il avait acheté sur place. Autour de lui, était le tumulte. Les larges tables grossièrement taillées se pressaient si près les unes des autres que les voisins entendaient chaque parole et se cognaient les coudes. Le grand foyer au centre de la salle jetait des flammes ardentes sur les visages des hommes et des femmes en fête. On buvait, on riait, on débattait des prix, du temps. Bjarni restait silencieux, écoutant à demi le bruit de la taverne, et abandonnant à cet état rare et presque oublié de repos. Peut-être qu'avec ce bélier et les nouvelles brebis, il parviendrait à élever un troupeau, à gagner un peu plus d'argent, à réparer le toit de sa maison qui fuyait chaque automne, et à ne plus être ce Bjarni le malchanceux, dont on parlait avec un sourire compatissant, jusque dans les vallées voisines. Ses pensées coulaient lentement, paisibles, comme les vagues au bord de la mer. Il s'était presque laissé aller à cette torpeur douce quand une bande bruyante vint troubler sa tranquillité. Dès à bord, il entendit une voix forte, puis sentit une main lui frapper à l'épaule avec tant de vigueur que sa chope faillit lui échapper. Il sursauta, ouvrit les yeux et vit devant lui un homme au visage rouge et large, vêtu un manteau de fourrure imprégné d'huile et de fumée, un anneau or au doigt, un lourd bracelet argent au poignet. Des autres hommes se tenaient à ses côtés, bruyants, rubicons, échauffés par le vin et la joie. C'étaient des notables du coin. L'homme au visage rouge fixait Bjarni avec une curiosité amusée. Il n'y avait pas de méchanceté dans son regard, seulement une ivresse bienveillante et envie de amusée. « Hé, le rouquin, comment t'appelles-tu » demanda-t-il à Doa. Une voix qui semblait avoir déjà posé la question plusieurs fois ce soir-là, puis oublié chaque réponse. Bjarni se redressa lentement et répondit une voix basse, sentant la tension revenir à ses épaules. « Bjarni, dit-il. Bjarni le malchanceux. » Un silence tomba sur la taverne, suivi aussitôt un grand éclat de rire. Bjarni sentit la chaleur lui monter au visage. Il baissa la tête, espérant qu'ils passeraient leur chemin, mais l'homme au visage rouge, assis déjà en face de lui, tirant à lui un banc, tandis que les autres installaient autour, emparant de la table, comme si elle leur avait toujours appartenu. « Parfait. Bjarni le malchanceux, dit homme. Et maintenant Bjarni comprit qu'il avait devant lui le jarl Eirik, riche propriétaire et maître de la moitié des troupeaux des environs. Je voulais justement te proposer un jeu de chance.
Jetons les dés. Je parie un tonneau D, hydromel. Q, en dis-tu? Autour des E, un brouhaha s'éleva. Bjarni regarda le jarl, ses yeux rieurs et rusés, et sentit en lui allumer quelque chose d'entêté. Peut-être à cause de la bière, peut-être de la fatigue, ou peut-être du simple désir de prouver. Ne serait-ce qu'une fois que il n'était pas un raté complet. Il hocha la tête, sortit quelques pièces de son sac et les posa sur la table. « Allons-y », murmura Théil. Les dés roulèrent, d'abord lentement, paresseusement, puis SS immobilisèrent. Le jarl Aéric éclata de rire, ramassant les pièces. « Un autre essai, garçon » demanda Théil, et Bjarni, les mâchoires serrées, remit sa mise. Il perdit encore, puis encore, et encore. Chaque fois, les DS arrêtaient contre lui. Chaque fois, les pièces passaient de son côté vers celui du jarl. Et le rire autour des eux devenait plus sonore, plus léger. On ne se moquait plus, on savourait le spectacle des un homme dont le surnom se confirmait coup après coup. Enfin, quand il plus argent, Bjarni sentit le désespoir traverser la brume de l'ivresse. Toute sa journée, tout son gain était envolé. Il risqua son dernier bien, le bélier de race qu'il avait trouvé si péniblement. Le jarl accepta en riant et lança encore les dés. Ils roulèrent. Bjarni les fixait comme essai, il pouvait les arrêter du regard. Ils s'immobilisèrent. Le bélier resta au jarl. Quelque chose se brisa en lui. Il avait plus rien. Et l'espoir et la joie du jour étaient en dissous dans la bière renversée et la fumée. Aéric poussa vers lui une chope pleine, comme pour le consoler. « Ne te tourmente pas, garçon, » dit-il avec un large sourire. « Jouons plus gros. Je m'estroie de mes meilleures brebis contre ton... Coup as-tu encore ?» Bjarni garda le silence. Il avait plus rien. Sa ferme du Nord tombait en ruine. La terre était ingrate et pierreuse. Même ses moutons échappaient quand il tentait de les rassembler. Il voulut se lever, partir, mais ses jambes refusaient de bouger, et dans sa tête résonnait ce vide avant la tempête. « Mise ta propre vie », lança quelqu'un dans la bande. La phrase envola dans la taverne comme une plaisanterie. « Travaille un pour le jarl, deviens son berger !» Tous éclatèrent de rire, et Bjarni, la honte au visage, hocha la tête. « 1 an de travail !» dit-il, une voix sourde. À cet instant, cela lui sembla la seule manière de sauver un peu de dignité. Les dés furent jetés à nouveau. Cette fois, ils s'arrêtèrent en sa faveur. La taverne se figea. Aéric recula, ébahi, fixant la table sans y croire. Le murmure repartit, mais moins assuré. Bjarni ramassa les 3 brebis, sans ressentir le moindre soulagement, juste un étonnement lointain. Comment avait-il gagné? Pourquoi maintenant? Le jarl eut un rire nerveux, se versa encore à boire et lança une voix forte pour que tous entendent. « Allons donc, un malchanceux ne peut pas gagner 2 fois de suite. Mise-toi encore, garçon. Vas-y, ne tremble pas. » Bjarni sentit une résistance lui serrer la poitrine. Il savait qu'il perdrait. Il perdait toujours. Mais dans les yeux du jarl brûlait une étrange obstination, comme il refusait de perdre la face devant les siens. « Non !» dit Bjarni simplement. « Assez. » Des murmures parcoururent dans la salle. Le jarl fronça les sourcils, puis eut un sourire tordu. « Que puis-je offrir pour que tu acceptes ?» demanda-t-il, balayant du regard la pièce comme Il cherchait une idée auprès de ses compagnons. Son regard arrêta sur le foyer, où une femme était assise sur un banc bas. Elle était jeune, aux longs cheveux noirs tressés, au menton aigu et aux yeux couleur de tempête. Elle regardait la scène avec un demi-sourire, la joue appuyée sur la main, comme si tout cela n'était que un divertissement lassant. Était Thuride, la fille du jarl Aéric. Bjarni avait aperçu de loin durant la journée, sans jamais imaginer se trouver si proche.
Eirik, ivre à la limite du délire, fit un large geste vers elle. « Je mise ma fille !» cria-t-il, et le silence tomba si profond que on entendit le bois crépiter dans l'âtre. « Si tu gagnes, tu, elle, épouse. » Dès à bord, tous crurent à une plaisanterie. Quelques-uns ricanèrent nerveusement. Des autres attendaient qu'il éclate de rire et disent qu'il plaisantait. Mais Eirik fixait Bjarni avec sérieux, un mélange d'ivresse, d'entêtement et de fièvre. Thurid bondit de son banc, les yeux étincelants, et lança sa chope vers son père. Elle éclata sur la table dans un bruit sec. « Père, es-tu fou ?» cria-t-elle, la voix brûlante de colère. Le jarl ne la regardait pas. Il fixait les dés. Bjarni voulut refuser. Il voulut partir parce qu'il savait qu'ils étaient allés trop loin, qu'on ne pouvait jouer le destin d'autrui. Mais la salle grondait, les voix, elles, entouraient. Et dans un coin se tenait un vieil homme à la barbe argentée, un ancien qui observait en silence depuis le début. « Serment devant témoin, » dit-il une voix grave. « Le jeu est loyal. » Lance, Bjarni. Les dés furent jetés. Le temps sembla ralentir. Bjarni vit leur rotation, la lumière du feu glissant sur leurs arêtes. Thurid, figé à sa place, serrait les poings. Les dés s'arrêtèrent, une fois de plus, en sa faveur. La taverne sembla expirer un seul souffle. Quelques-uns poussèrent un cri, autres murmurèrent dans des paroles indistinctes. Le jarl Eirik se dégrisa d'eau un coup. Son visage, si rouge quelques instants plus tôt, devint gris. Thurid se tenait debout, le regard fixé sur son père, avec une fureur si intense que on aurait dit que les murs allaient en étrembler. Elle attrapa une autre chope et la lança vers lui. Il ne bougea même pas, restant assis, les yeux rivés sur les dés comme elle, avait un trahi. Bjarni leva lentement la tête et rencontra le regard de Thurid. Ses yeux étaient pleins oragés de colère, mais aussi autre chose, de la stupeur, de la confusion. Elle le fixait comme un fou, comme un homme qui venait de briser sa vie un seul jet de dés. Il voulut parler, expliquer, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. C'était une plaisanterie, et ce pas, murmura-t-elle, et sa voix se perdit dans le brouhaha. Thurid se détourna et quitta la taverne en claquant la porte si violemment que les gonds tremblèrent. Le vieil homme s'approcha de la table, posa une main lourde sur l'épaule de Bjarni et dit « La loi est la loi. Les dés ont été jetés loyalement. Les témoins sont nombreux. Dès à présent, tu es le fiancé de la fille du jarl. » Bjarni resta assis, incapable de bouger. Eirik, en face de lui, respirait lourdement sans oser croiser aucun regard. Lentement, Bjarni se leva, les jambes vacillantes. Il sortit dans la lueur douce de la nuit blanche et dans la fraîcheur du vent marin. Il aperçut Thurid s'éloignant sur la place, silhouette sombre et fière sur le fond un ciel argenté. Il la regarda en pensant une seule chose. Cette beauté est désormais la mienne. Le matin arriva sur Hafnarik avec la douceur et inéluctabilité une marée. Le soleil se leva à peine au-dessus de la ligne des montagnes, teintant le ciel de rose pâle et de gris. Une brume épaisse, humide comme le souffle de océan, flottait au-dessus de la mer. Air sentait le sel, les algues et le pain frais dans les maisons où les femmes avaient déjà rallumé les foyers. Sur la place du marché, où régnait la veille le vacarme des fêtes, une étrange quiétude pesait, troublée seulement par quelques cris de marchands installant leurs étals et par les appels des mouettes, tournoyant au-dessus du quai dans l'espoir une carcasse de poisson. Dans la maison du jarl Eirik, l'ambiance était tout autre. Le long maison se dressait sur une éminence dominant le village et la mer un bleu profond. C'était une solide demeure couverte de tourbes, soutenue par de grandes poutres sculptées, aux murs garnis de tentures brodées et
armes anciennes. À elle, intérieur brûlait le foyer, surplombé un vaste chaudron. Des bancs couverts de peaux et de couvertures de laine couraient le long des murs. Près de la fenêtre, Thuride marchait de long en large, tel un renard pris au piège. Ses longs cheveux noirs, habituellement tressés et ornés d'épingles de bronze, pendaient en mèches désordonnées sur ses épaules. Elle portait une simple robe de laine non teinte, recouverte un tablier robe un rouge vif fixé par 2 fibules en forme de coquille argent terni. Entre celles pendaient des rangs de perles de verre colorées et ambre, qui, ce jour-là, ne lui apportaient aucune joie, seulement un bruit agaçant contre sa poitrine à chaque mouvement brusque. Eirik était assis sur son haut siège près du feu, la tête entre les mains. Était plus l'homme jovial de la veille. Il paraissait vieilli, lourd, marqué par la conscience une faute irréparable. Sa femme Gudrun, pleine femme, aux yeux rusés et au visage bienveillant, remuait la bouillie dans le chaudron et lançait des regards inquiets, tantôt à son mari, tantôt à sa fille. Elle seule semblait encore calme, bien que sous la surface, tout bouillonnât en elle. « Tu m'as mis en jeu, père, » dit Thuride, et dans sa voix résonnait moins la colère que l'amertume. « Tu m'as mis en jeu comme on mise une vache ou un sac de grains devant tout le monde. » Eirik ne leva pas la tête. « J'ai été ivre, » murmura-t-il. « J'en ai commis une erreur. » « Une erreur, » répéta Thuride avec amertume. « Tu m'as toujours appris que la parole un jarl fait loi, que le serment prêté devant témoins est sacré. Et maintenant, tu appelles cela une erreur. » Gudrun soupira. Approcha de sa fille et posa une main sur son épaule. « Thuride, ma douce, ton père a eu sottement, oui, mais la colère aidera pas. Ce qu'il faut, c'est décider de ce que nous ferons maintenant. Peut-être que les anciens trouveront un moyen d'annuler le semaine. Peut-être que Bjarni lui-même refusera. » Thuride se retourna brusquement. « Il ne refusera pas, » dit-elle avec une assurance qui la surprit elle-même. J'ai vu ses yeux. Il me regardait comme une chose précieuse, pas comme une personne. Il aime et a gagné, et il ne cédera pas son gain. Eirik se redressa enfin. « Alors je payerai sa liberté, » déclara-t-il. « Je lui offrirai argent, terre, troupeau, tout ce qu'il voudra. Aucun pauvre du Nord ne refusera une telle fortune pour une femme qu'il n'y a vue qu'une fois. » Thuride voulut répondre. Mais à ce moment, on frappa à la porte, fort et avec insistance. Gudrun ouvrit. Sur le seuil se tenait le vieil homme à la barbe argent, le même qui, la nuit précédente, avait proclamé la validité du serment. Il s'appelait Thorkel, homme respecté dont la parole pesait lourde au Thing. Il entra sans hâte, les contempla tous trois et dit simplement « Préparez-vous. Le Thing se tiendra dans 1 heure. Nous réglerons le sort de ce serment. » Sur la place du Thing, la foule était déjà massée. La nouvelle de la partie était répandue plus vite que le vent sur le fjord, et chacun voulait connaître Elia, issue de cette étrange affaire. On bavardait par groupes, certains plaignant Bjarni, autres Thuride, autres encore, se réjouissant du tumulte. Sur l'estrade, les bancs réservés aux anciens étaient occupés. Thorkel prit place au centre, 2 autres anciens assirent à ses côtés. Bjarni restait à l'écart, conscient des regards fixés sur lui. Il n'avait ni lavé son visage, ni changé de vêtements. Ses cheveux roux étaient en bataille, sa barbe en désordre, sa tunique froissée. Pourtant, dans ses yeux brillait une détermination qui empêchait toute fuite. Thorkel se leva et déclara une voix forte. « Nous sommes ici pour trancher le serment prononcé hier soir à la taverne. » Le jarl Eirik a misé sa fille Thuride lors un jeu loyal avec Bjarni. Les témoins sont nombreux, les DN n'étaient pas truqués. Selon la loi, le serment tient. Mais le jarl demande son annulation. Parle Eirik.
Le jarl S avança, la voix ferme bien que la honte bouillonnât sous ses mots. « J'ai été ivre, dit-il. Je ne savais pas ce que je faisais. C'était une plaisanterie qui a trop duré. Je dédommagerai Bjarni. Je lui offrirai argent, troupeau et terre. On annule ce pacte. » La foule gronda. Certains approuvèrent, autres secouèrent la tête, arguant qu'une parole donnée ne se reprend pas. Thorkel leva la main et se tourna vers Bjarni. « Et toi ? Bjarni le malchanceux, que dis-tu ? Accepteras-tu le rachat du jarl ?» Longtemps, Bjarni se tut. Il regardait Thurid, et elle le regardait aussi. Entre eux étendait un silence lourd de tout ce qui restait à dire. Il voyait sa fierté, sa colère, mais aussi une étrange lueur, un défi. Elle attendait, et dans cette attente palpitait une espèce d'espoir qu'elle ignorait elle-même. « Non, dit enfin Bjarni, une voix basse mais ferme. Je accepte pas le rachat. Le serment fut donné loyalement. J'ai gagné, et je ne renoncerai pas à mon gain. » Un souffle parcourut la foule. Eirik pâlit, puis rougit, les poings serrés. « Tu ne comprends pas, garçon, gronda Théil. Tu n'es quoi, un pauvre du Nord, un paysan sans avenir. Tu veux emmener ma fille, la fillette d'un jarl, dans ta misère. » Bjarni ne détourna pas les yeux. « Je veux la prendre parce que les dés en ont décidé ainsi, dit-il, et parce que je ai vu hier. J'ai vu son courage quand elle vous a lancé sa chope. J'ai vu que elle avait peur de rien. Elle mérite un mari qui ne craint pas la vie non plus. » Thurid sentit quelque chose vaciller en elle. Ces mots ça y attendait pas. Elle croyait qu'il supplierait ou marchanderait. Mais il lui parlait d'à personne à personne. Et cela était nouveau. Elle fit un pas en avant. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Alors, dit-elle une voix claire, il prouve qu'il en est digne. Je demande des épreuves. » Thorkel échangea un regard avec les autres anciens. « Des épreuves ? De quelle sorte ?» Thurid releva le menton. « 3 épreuves. Il devra gagner la course accrue. Il devra pêcher le plus grand poisson lors des concours de pêche. Et il devra composer un poème sur moi, qui fasse applaudir le peuple. S'il réussit, je le prendrai pour époux. Sinon, le serment sera rompu et je serai libre. » Eirik poussa un soupir de soulagement. « Excellente idée, » dit-il vivement, avec une nuance d'espoir. « Il essaye donc. Après tout, il essaye malchanceux. Il échouera dès la première épreuve. » Thorkel hocha la tête. « Ainsi soit-il. Bjarni, acceptes-tu ces conditions ?» Bjarni regarda Thurid. Elle se tenait devant lui, fière, belle, les yeux pleins de défi, et il comprit que elle ne voulait pas seulement se débarrasser de lui, elle voulait savoir qui il était. Elle voulait voir il valait la peine de partager une vie à ses côtés, et cela lui sembla juste. « J'y accepte, » dit-il. La foule approuva en grondant enthousiasme. Thorkel proclama « 1 semaine. Dans 1 semaine auront lieu les 3 épreuves. » Le thing se termina, et les gens commencèrent à se disperser en discutant des événements. Bjarni resta sur la place, accablé par la fatigue. Un poème. Il ne savait presque pas lire les runes, encore moins arranger les mots en vers. Thurid s'approcha. Ils se retrouvèrent face à face, tout près elle, un de elles, autre. Elle le regarda, curieuse mais sans moquerie. « Tu crois vraiment que tu y arriveras ?» demanda-t-elle doucement, pour que personne des autres n'entende. Bjarni secoua honnêtement la tête. « Non, » avoua-t-il, mais j'ai assez serré. « Parce que je ne veux pas être de ceux qui abandonnent sans lutter. » Thurid esquissa un léger sourire, sans ironie, presque chaleureux. « Bien. Alors nous verrons de quoi tu es capable, Bjarni le malchanceux. » Elle tourna les talons et partit, tandis que lui la suivait des yeux, sentant en lui
allumer une flamme nouvelle. Ce NN n'était pas la peur, C était LL, espoir. Peut-être avait-il vraiment une chance. Le matin des courses ouvrit sous un murmure de vent, apportant et odeur de L, herbe mouillée, de la terre et de la mer salée. Le ciel, D, un bleu argenté, S, étendait haut et clair, strié de quelques nuages pareils à des voiles déchirés. Ces courses-là avaient une importance particulière. La nouvelle S était répandue plus vite que la fumée des foyers, et presque tout le village S était rassemblé sur les prairies. Les gens apportaient dans leur shop des hydromel, du pain, de la viande séchée, S installait ce dans L herbe, sur les pierres ou les charrettes. Les enfants couraient entre les adultes. Les chiens aboyaient, excités par la liesse. Au centre du champ se dressaient des enclos de bois massifs pour les chevaux. Les bêtes piaffaient, renaclaient, agitant la tête, impatience. Petites, strapuces, dotées d'ailes, une crinière épaisse et de jambes puissantes, elles étaient faites pour les terrains durs et les vents constants des îles. La plupart portaient déjà des brides. Mais pour cette course, Turide avait choisi une règle ancestrale. Monter à cru ne tenant que la crinière. Comme faisaient autrefois les hommes pour prouver leur bravoure et leur adresse. Bjarni se tenait auprès des barrières, observant les chevaux avec une angoisse croissante. Il avait jamais été un bon cavalier. Chez lui, au nord, il possédait une vieille jument docile et lente qui obéissait sans résistance. Mais ces chevaux-là étaient différents, jeunes, fougueux, indomptables. Elle, un surtout, au fond de elle, enclos, attira son regard. Une jument bâillée sombre, presque noire, avec une fine bande blanche sur le chanfrein et une flamme dans les yeux. Elle tenait la tête haute, les oreilles frémissantes comme des voiles en alerte. On elle appelait Tempête, parce qu'elle était vive, fière et imprévisible. Plusieurs avaient tenté de la monter, mais tous avaient été projetés à terre. « Voici ta monture », dit un palefrenier en désignant elle, animal. Turidel a choisi expressément pour toi. Elle a dit que ce serait une mise à elle épreuve honnête. Bjarni déglutit. Il comprit que Turid voulait voir comment il affronterait elle, impossible. Il s'approcha lentement de la jument, la main tendue pour elle apaisée. Tempête recula et montra les dents, soufflant rageusement. Les paumes de Bjarni se couvrirent de sueur. Il savait qu'il allait tomber, que la foule rirait. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas reculer. Trop de choses étaient en jeu. Sur la tribune, la famille du Jarl S était installée. Eric portait son plus beau manteau de laine verte bordé de fourrure, un lourd torque d'aies, argent autour du cou, symbole de sa richesse et de sa dignité. Gudrun, à ses côtés, vêtue d'aies, une robe ample couleur de ciel d'aies, automne, échangeait des murmures avec d'aies, autre femme, tout en observant sa fille. Turide, elle, demeurait droite, impassible, le regard fixé sur Bjarni. Sa robe bleue éclatante, tenue par deux fibules en forme de tortue, brillait de reflets d'aies, d'ambre et de verre entrecroisés sur sa poitrine. Ses cheveux tressés en une natte complexe étincelaient de fils de bronze et des bracelets tintaient à ses poignets. Elle avait RD, une fille de Jarl, fière et inatteignable. Pourtant, dans ses yeux cachés derrière la fermeté, vibraient d'autres émotions. Curiosité, attente, peut-être un soupçon d'espoir. À côté d'elle, Gudrun murmura « Tu aurais pas dû choisir Tempête. Est trop cruel. » Turid ne détourna pas le regard. Il veut être mon mari. Il doit prouver que... Il ne plie pas au premier obstacle. Répondit-elle calmement. Je ne veux pas un faible. Gudrun soupira. La force se haine et pas seulement de ne pas tomber. C'est aussi de se relever. Turid garda le silence, mais ses mots se touchèrent entre quelque chose en elle. Elle se souvint de Bjarni face au Thing, refusant le rachat avec calme.
De ces paroles, il lui fallait un homme sans peur. Peut-être avait-il déjà montré sa valeur avant même les épreuves. Mais elle ne pouvait pas, elle, admettre. Pas encore. Les courses commencèrent. Les jeunes sortant du village lancèrent avec leurs montures sur à travers la prairie, tenant la crinière D, une main ferme, leur corps vibrant à la cadence des chevaux. La foule criait, acclamant ses favoris. Ce N était encore que elle, échauffement. Tous attendaient le moment où Bjarni affronterait Tempête. Quand son tour arriva, le chant se tut. Bjarni avança, et le palefrenier entr'ouvrit elle, enclos. La jument sortit en soufflant, la tête haute, ruant parfois. Le cœur de Bjarni battait à rompre sa poitrine. Il prit la crinière dans sa main, murmura des mots apaisants, mais animal recula vivement, manquant de le renverser. Des rires éclatèrent, pas cruels, mais compatissants. Tous savaient que la tâche était presque impossible. Bjarni inspira profondément, raffermit sa prise et bondit. Pendant un instant, il sentit sous lui la puissance vivante du cheval. Puis Tempête se cabra, se cambra et le projeta en avant. Il vola, vit le ciel, elle herbe. Puis s'écrasa si fort que sa respiration se coupa. Une douleur fulgurante lui transperça, elle, épaule. La bouche pleine de terre. Il entendit la clameur du public. Étendu dans la poussière, il ferma les yeux, rongé plus par la honte que par la douleur. Mais il se releva, lentement, boitant, tenant son épaule, mais debout. Il fixa la jument, toujours nerveuse et fumante, et approcha encore. La foule assagit. « Laisse tomber !» cria quelqu'un. « Tu as déjà montré ton courage !» Bjarni n'écouta pas. Il bondit à nouveau. Tempête rejeta immédiatement la tête, fit un saut brusque, et le jeta plus violemment encore. Il heurta une pierre, sentit le sang lui couler du genou. Et pourtant, il se releva encore. Sur la tribune, Thurid le regardait tomber une seconde fois. Quelque chose, en elle, céda. Elle le vit, couvert de boue, meurtri, mais encore debout, obstiné. C était insensé. C était héroïque. Il ne jouait pas au brave. Il refusait simplement de céder. La troisième tentative fut pire. Bjarni s'élança encore. Et cette fois, Tempête bondit en avant, elle envoyant rouler sur plusieurs mètres, avant de le jeter dans une flaque de boue. Le silence gagna la prairie. On ne riait plus. Les visages échangeaient des regards pleins de respect. Cet homme ne renonçait pas, même quand tout y oppose. Bjarni gisait dans la boue, haletant. Peut-être était-ce le moment et abandonné, pensa Théil. Peut-être que le destin lui rappelait qu'il resterait un malchanceux, indigne dit elle. Mais alors il revit ses yeux, cette nuit-là à la taverne, plein de fureur, de vie et d'attente. Et il comprit qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Pas maintenant. Il se releva une quatrième fois, couvert de boue, les lèvres ensanglantées, le corps plein d'échymoses. Tempête se tenait non loin, les naseaux frémissants. Dans ses yeux brûlait une lueur nouvelle. Peut-être était-elle l'as du combat, ou peut-être reconnaissait-elle en lui quelque chose de familier. Cette même obstination farouche refusant la défaite. Bjarni approcha lentement, posa la main sur son encolure et murmura « s'il te plaît, essayons ensemble ». Tempête souffla fort mais ne recula pas. Bjarni bondit sur son dos, et cette fois, elle ne se cabra pas. Elle attendit un instant, hésita, puis s'élança soudain à toute allure sans tenter de le désarçonner. Bjarni agrippa de toutes ses forces à sa crinière, colla son torse à son encolure, et sentit qu'ils bougeaient ensemble, dès un seul élan. C était terrifiant et magnifique à la fois. Mais cela marchait. Les autres cavaliers avaient déjà pris le départ. Il les voyait filer devant. Mais Tempête
grisée par la course, accéléra encore. Elle en dépassa un puis un autre. Et soudain, à elle, avant, il y eut un tumulte. 2 chevaux, effrayés. Une ombre. Un cri peut-être. Se croisèrent Ponatin brusquement et se heurtèrent. Les cavaliers furent projetés au sol. Les bêtes hennirent et s'égaillèrent dans la prairie. En un instant, la moitié des concurrents étaient à terre. Tempête, sans ralentir, franchit le chaos un bond, et Biarni aperçut qu'il ne restait presque plus personne devant eux. Un seul cavalier, jeune et solide, déjà près de la ligne arrivait. La jument sentit le défi. Elle bondit, une force telle que Biarni crut tomber. Le vent sifflait à ses oreilles. Le sol défilait à folle vitesse. Et juste avant la ligne, le cheval de tête trébucha sur une pierre. Son cavalier envola, roulant dans herbe. Tempête franchit la ligne la première. Arrêta net. Biarni glissa de son dos. Affaissant sur la pelouse, à bout de souffle. Allongé, il n'osait croire ce qui venait arriver. Il avait gagné. Lui, Biarni le malchanceux, avait gagné la course. Un instant de silence pesa sur la foule, avant qu'elle éclate en cris et en applaudissements. On riait, on battait des mains. Quelques hommes accoururent pour elle, aider à se redresser. Titubant, couvert de boue et de blessures, il riait à son tour, si largement qu'il en oublia la douleur. En levant les yeux, il vit Turide sur l'estrade. Elle riait aussi, non par moquerie, mais un rire clair et sincère, à en pleurer. Sa mère riait avec elle, et même Eric, assis raide et sombre, esquissa un sourire en secouant la tête. Turide se leva et descendit vers la prairie. La foule écarta devant elle. Biarni haletant, un genou à terre, la vit approcher. Elle le toisa calmement, mais dans ses yeux brillait une chaleur nouvelle. « Tu es tombé 3 fois ?» dit-elle à voix basse. « Tu avais l'air un parfait imbécile. »« Je le sais, » répondit Biarni avec un sourire las. « Mais tu as gagné, » reprit-elle. Sa voix tremblait, un mélange d'étonnement et de respect. « Tu as gagné parce que tu n'as pas abandonné. Était ridicule, mais était honnête. » Elle lui tendit la main pour elle, aider à se relever. Quand leurs paumes sous l'eau se touchèrent, une chaleur étanche parcourut Biarni. Turide sembla la sentir aussi, car elle retira prestement sa main et retrouva son ton froid. La prochaine épreuve est dans 2 jours. Espère que tu pêches mieux que tu ne montes. Biarni hocha la tête, encore souriant. Je ferai de mon mieux pour ne pas me noyer, répondit-il. Elle se détourna, regagnant sa place auprès des siens, puis, sans se retourner complètement, lança « Fais de ton mieux. Je n'ai aucune envie d'épouser un noyé. » Sous la plaisanterie perçait pourtant une note étrange, presque tendre. Elle ne voulait pas qu'il meure. Elle voulait qu'il réussisse. Et cela fit battre le cœur de Biarni plus vite. Peut-être avait-il désormais davantage qu'une simple chance. Le jour du concours de pêche se leva froid et instable, comme la mer elle-même, incapable de choisir entre clémence et colère. Un ciel de plomb pesait sur le fjord, percé çà et là par des éclats de lumière pâle. Le vent ouest soufflait humide, chargé d'algues, et les vagues roulaient, lourdes, pareilles à la peau une bête géante assoupie sous l'air. Au matin, toute Hafnarik se pressait sur le quai. Les pêcheurs vérifiaient leurs embarcations, ravaudintaient les filets, aiguisaient les hameçons, tandis que les curieux s'installaient sur les rochers et les collines dominant la baie. La pêche, pour les Islandais, n'était pas un jeu ni un simple concours. Était un métier sacré, transmis de père en fils. La mer les nourrissait toute l'année. Morues, aiglefins, maquereaux, saumons et, lors des jours bénis, un cadavre de baleine échouée valait plus qu'un coffre argent.
Sur cette côte, tout homme savait où jeter le filet, reconnaissait les murmures des courants, lisait dans la voix du vent. Mais pour Bjarni, fils du Nord aux terres pierreuses et éloigné de elle l'océan, la pêche-haie n'avait jamais été qu'un hasard. Il en vivait parfois sans y exceller. Aujourd'hui, il savait qu'il n'avait presque aucune chance face aux marins aguerris du village. Pourtant, il ne pouvait reculer. Depuis sa victoire inattendue sur Tempête, les habitants ne le voyaient plus comme un pauvre hère, mais comme un drôle d'aider, homme à la fortune changeante, capable de haies impossibles. Et il échouait maintenant. Tout ce qu'il avait gagné, son nom, et peut-être le cœur de Thuride, évanouirait. Thuride se tenait sur la jetée, à côté de sa mère, émitouflée dans un long manteau de laine bleue, sombre doublé de fourrure. Ses cheveux, tressés en 2 nattes couronnées, faisaient briller un cercle d'argent et de bronze autour de son front. Elle regardait la mer un air pensif, presque inquiet. Depuis la course, elle se surprenait souvent à se remémorer le visage de Bjarni se relevant après chaque chute, sale, meurtri, mais obstiné. Ce haine n'était pas de elle, héroïsme guerrier. C'est était autre chose, un refus pur de renoncer. Et cette pensée la troublait plus que haine aurait voulu, elle, admettre. Gudrun, resserrant son manteau autour elle, murmura en penchant la tête. Tu t'es inquiète pour lui. Thuride secoua vivement la tête. Non. J'y attends seulement de voir jusqu'où il ira avant d'échouer. Gudrun esquissa un sourire malin. Mauvaise menteuse. Tes yeux te trahissent. Tu haines et plus en colère, ma fille. Tu commences à t'y attacher. Thuride serra les lèvres et garda le silence. Elle ne pouvait pas nier. La vérité, c'était ce qu'elle pensait à lui plus qu'elle ne, elle, aurait cru possible. Il était gauche, malchanceux, presque misérable, mais sincère. Une franchise rare chez ceux qui venaient courtiser la fille un jarl. Les autres arrivaient avec cadeaux et beaux discours, cherchant la richesse ou la gloire, leurs yeux rivés sur le père, jamais sur elle. Bjarni, lui, ne regardait qu'elle, et dans son regard, il n'y avait ni calcul ni désir de profit, seulement la volonté d'être digne. Bientôt, les bateaux commencèrent à quitter le port un à un, solides navires de chêne et de pin, aux proues hautes et relevées, enduits de poids pour tenir la mer. 2 ou 3 hommes montaient à bord de chacun, un pour les rames, un pour les filets, un pour les lignes. Leurs habits de laine épaisse, leurs gilets de cuir, leurs pantalons serrés aux chevilles, portaient à l'odeur du seul et du travail. Les couteaux pendaient à leur ceinture, les bonnettes de feutre couvraient leur tête. Bjarni prit place dans une petite barque prêtée par un vieux pêcheur, Helgi, qui, pris de pitié, avait décidé de lui donner sa chance. Embarcation, usée mais solide, grinçait sous chaque vague. Helgi, assise à l'arrière, maniait les rames un geste sûr, tandis que Bjarni dénouait maladroitement les cordages, en mêlant dans les filets. « Tu sais au moins où jeter ta ligne ?» demanda Helgi quand ils furent assez loin du rivage. Bjarni haussa les épaules. « Là où il y a du poisson !» Le vieillard ricana. « Si c'est était aussi simple, nous serions tous riches. Le poisson se trouve là où le courant se brise, là où la pierre dort sous l'eau, là où le froid rejoint le tiède. Mais aujourd'hui, le vent est fou, les vagues ne sont pas les mêmes. Peut-être que il n'y aura pas de prise du tout. » Bjarni acquiesça, une inquiétude sourde lui montant dans la poitrine. Il savait il ne comprenait pas la mer comme ces hommes-là. Pour eux, elle était un livre plein de signes et de présages. Pour lui, seulement une étendue froide et grise où on pouvait se noyer, ou, avec un peu de chance, tirer quelque chose de comestible. Les barques se dispersèrent sur le fjord, chacune vers son coin favori.
Certains pêcheurs connaissaient en les recoins secrets où les poissons mordaient en toujours. Autres faisaient confiance au hasard, jetant filets et lignes à l'instinct. Bjarni les observait. Les gestes précis, la patience silencieuse. Les filets fendaient l'air en large arc avant à les plonger dans les eaux. Les hameçons disparaissaient dans les profondeurs. Les hommes attendaient, immobiles, scrutant le moindre frémissement du fil. Bjarni imita maladroitement leurs mouvements. Sa première tentative échoua. Le filet améla avant de toucher Elio, et il dut le ramener pour le dénouer. Helgi, son compagnon, secouait la tête, mais elle aidait, corrigeant sa prise, lui montrant comment faire glisser la corde pour que la toile se déploie correctement. Enfin, au bout de plusieurs essais, le filet étendit comme il faut, et Bjarni retint son souffle. Le temps passa, peut-être une demi-heure, peut-être davantage. Le ciel assombrit jusqu'au plomb, et la bruine fine abattie, froide, aiguisée comme une pluie d'aiguilles. Trempée jusqu'aux os, les doigts que gourent. Bjarni tirait parfois son filet sans rien y trouver, sinon des touffes algues, ou quelques petites perches trop maigres pour être comptées. Autour, on entendait des cris de joie. Les autres remontaient de grosses morues, des aigles fins, même 1 ou 2 saumons. Et l'espoir de Bjarni étiolait. Peut-être son ancienne malchance revenait-elle enfin. Les courses avaient été qu'un hasard, un éclat trompeur avant la chute. Oui, pensa-t-il, voilà ma place, au fond, avec ceux qui rentrent les filets vides. Helgi fumait tranquillement sa pipe emplie de mousse séchée, envoyant dans elle air humide, des bouffées aussitôt éparpillées par le vent. Il gardait le silence, seulement un regard de compassion, lorsqu'il croisait celui du jeune homme. Que dire? Quand la mère refuse de donner. Bjarni tenta encore. Il rama plus loin, vers un pan haut plus sombre, peut-être plus profond. Il lança de nouveau le filet, sans attendre de miracle, juste pour ne pas renoncer. Et soudain, un choc secoua la corde dans ses mains, un tiraillement si fort qu'il faillit lui arracher la poigne. La barque tangua violemment. Helgi manqua laisser tomber sa pipe. Bjarni se cramponna à la planche pour ne pas basculer. « Est-ce que c'est, garçon ?» cria Helgi, rangeant sa pipe avant empoignait les rames pour maintenir l'équilibre. Bjarni serra le fil entre ses doigts, ses bras tendus à en rompre. Cela pesait lourd. Trop lourd pour être du poisson. Peut-être un rocher, pensa Théil, mais pourquoi ce tir si vif, presque vivant? Helgi vint à son aide, et tous deux tirèrent, centimètre par centimètre, la corde grinçant contre le bois humide. Bientôt, une masse sombre émergea, ruisselante alguée et couverte de coquillages. Ce N n'était pas un rocher. Était un coffre. Un vieux coffre bardé de fer rouillé, la serrure brisée, les planches gonflées d'eau et de sel, tout encrouté de créatures marines, un fantôme du fond des âges. Helgi jura entre ses dents, à moitié fasciné, à moitié craintif. Ils hissèrent le coffre à bord, où il tomba lourdement dans un grand fracas haut. Les deux hommes échangèrent un regard, puis Bjarni souleva le couvercle. Les gonds grincèrent, et la lumière grise révéla à l'intérieur un amas de sable, de tissu pourri, et sous la crasse, un éclat argenté, des pièces de monnaie, des bracelets, des bagues, des broches noircies mais visibles, de L argent, peut-être de l'aile or. Helgi siffla entre ses dents. Par tous les dieux, est un trésor, un vieux trésor. Des pirates peut-être, ou des marchands perdus dans la tempête. On parlait un coffre englouti ici il y a 20 ans. Je croyais que étaient des légendes. Bjarni resta muet, hypnotisé. Il était venu pêcher. Et voilà cueilli. Il ramenait la mer elle-même pleine de fortune.
Et l'absurdité de la chose lui arracha un rire tremblé. Cela ne pouvait être réel, et pourtant C était là, à ses pieds. Ils gagnèrent le Rivada. Déjà, sur le quai, les gens accouraient en remarquant la charge insolite. Quand ils déposèrent le coffre à terre, le silence retomba. Torkel, l'ancien, s'approcha, examina le contenu, puis déclara une voix forte. « C'est un trésor, ancien mais précieux. Selon les règles, la valeur compte plus que le poids. Bjarni n'a pris aucun poisson, mais il a ramené quelque chose qui vaut plus que toutes les pristes réunies. » Eirik, debout près de Thurid, fixait la scène, partagé entre étonnement et dépit. Comment se pouvait-il que ce garçon gagne toujours, par un hasard insensé, comme si les dieux jouaient pour lui? Impossible, murmura Théil. Il ne peut pas gagner à chaque fois. Thurid gardait le silence. Elle observait Bjarni, trempé, les cheveux collés au front, les mains rouges de sel et de froid. Elle, air perdu plus que triomphant. Et cette confusion sincère lui serra le cœur. Elle descendit vers le quai. Les gens écartèrent. Bjarni la vit venir et se figea. Elle se pencha sur le coffre, contempla les pièces ternies, puis leva les yeux vers lui. Dans son regard flottaient la surprise et la curiosité, mais aussi, distinctement, un éclat de respect. « Tu n'as attrapé aucun poisson, » dit-elle doucement. « Je sais. Mais tu as trouvé un trésor. Je ne voulais pas. La ligne S est accrochée. C est tout et tout. » Elle esquissa un sourire. Non moqueur cette fois, presque tendre. « Tu es vraiment un malchanceux. Mais une espèce singulière. Ton malheur se change en fortune. » Bjarni ne trouva rien à répondre. Il la regarda simplement, et pour la première fois, sentit que quelque chose grandissait entre eux, au-delà des épreuves et des serments, un lien fragile, comme une pousse perçant la pierre. Gudrun rejoignit sa fille. « Il a gagné encore, » murmura Taël. « Il ne reste qu'une épreuve. » Thurid hocha la tête sans détacher ses yeux du jeune homme. « Oui, le poème. Voyons, il sait tresser les mots, comme il monte les chevaux et tire les coffres de la mer. » Le soir venu, sous la lueur laiteuse de la nuit nordique, Thurid assis près de la fenêtre et contempla horizon argenté. Elle songeait à Bjarni, à sa ténacité, à sa chance absurde, à sa façon d'être simplement lui-même. Et elle se surprit à ne plus en vouloir à son père pour la partie de dés. Peut-être, après tout, les dés savaillaient-ils quelque chose qu'elle ignorait encore. Peut-être ce malchanceux du Nord était-il exactement ce qu'il lui fallait. Mais il restait, et ultime épreuve. Pas de force ni de hasard, mais des âmes. Elle voulait entendre ces mots, les vrais, ceux qu'on ne emprunte pas à la chance. La nuit précédant l'épreuve finale était calme et inquiète à la fois. Le ciel couvert de nuages épais noyait le village dans une pénombre argentée. Les montagnes et les toits y brouillaient comme dans un rêve. Dans la grande maison du Jarl, les lampes jetaient une lueur douce sur les murs décorés de runes et de tentures. Gudrun, silencieuse, tournait la cuillère dans le chaudron. Eirik affûtait machinalement d'un couteau, juste pour occuper ses mains et cacher l'angoisse du lendemain. Thurid, dans sa chambre, assise sur le banc couvert de peaux d'agneau, fixait une feuille de parchemin vierge où elle griffonnait sans parvenir à écrire. Elle pensait à Bjarni, à son entêtement, à cette étrange chance inversée. 3 chutes avant la victoire, un trésor à la place des poissons, et sentait grandir une admiration nouvelle. Pourtant, cette 3e épreuve serait la seule qui compte vraiment. Les courses et la pêche mesuraient la force et la fortune. Le poème, lui, pèserait le cœur. Et Thurid voulait enfin savoir quel esprit se cachait derrière ce garçon du Nord, qui, par un lancer de dés, avait bouleversé sa vie. Derrière la fenêtre, Thurid entendit des pas. Elle leva la tête et aperçut une silhouette contre le mur de la maison. Elle le reconnut aussitôt, Bjarni. Il se tenait là, immobile,
comme hésitant à approcher. Sa forme se découpait seule dans la pénombre. Elle ouvrit la fenêtre et elle appela doucement. « Que fais-tu ici ?» Bjarni sursauta, se retourna, puis avança lentement. Son visage était pâle, ses yeux cernés. On voyait qu'il n'avait pas dormi depuis plusieurs nuits. « Je suis venu te dire quelque chose, » commença-t-il, la voix basse mais ferme. « Demain, je dois réciter un poème. Mais je ne sais pas en faire. Je ne suis pas skald, je ne suis pas poète. Je lis à peine les runes. Je sais que je vais échouer. » Thurid écoutait en silence, le cœur serré. Elle ne s'attendait pas à une confession de faiblesse. Elle s'attendait à la ruse, ou à une fière obstination. Pas à la vérité simple un homme prêt à renoncer. « Je perdrai volontairement, » continua Bjarni, la voix comme un fardeau suspendu dans la nuit. « Parce que j'ai vu ton regard. Tu ne veux pas de ce mariage. J'ôte et gagné ton nom au jeu de dés. Mais cela ne me donne pas le droit de imposer ma présence. Ce serait mal. Et je ne veux pas être l'homme qui te vole ta liberté. » Une émotion brûlante envahit Thurid. Elle s'approcha de la fenêtre, si près que leurs visages étaient plus séparés que par le cadre de bois. « Imbécile, » dit-elle une voix douce. « Tu as passé 2 épreuves. Tu es allé jusqu'au bout, et maintenant tu veux fuir. » Bjarni secoua lentement la tête. « Je ne fuis pas. Je veux seulement que tu ne souffres pas. Tu mérites mieux qu'un homme maladroit et sans éclat. » Thurid le regarda longtemps. Dans ses yeux brillaient des larmes qu'elle refusa de laisser tomber. « Cette semaine a appris quelque chose, » murmura-t-elle. « La force et pas de ne jamais tomber, c'est de se relever. Tu es tombé 3 fois et tout le monde riait. Pourtant, tu t'es relevé. Tu as ramené un coffre au lieu un poisson. Et t'es fou, mais sincère. Tu ne joues pas un rôle, tu es toi. Et cela vaut plus que la perfection. » Les mots lui manquaient. Il la regardait, les yeux emplis une chaleur confuse qui lui fut nouvelle. « Alors que dois-je faire ?» demanda-t-il. « Je n'ai pas les mots un poète. Je ne sais pas parler pour émouvoir les foules. » Thurid eut un authentique sourire, le premier qu'il vit franc et clair. « Alors écrivons ensemble. Tu diras ce que tu ressens et je mettrai tes mots sur le parchemin. Pas un poème d'or ni de gloire, mais un poème vrai, un poème honnête. » Ils restèrent ainsi, elle à elle intérieure, lui dehors contre le mur, parlant à voix basse. Thurid posait des questions simples, presque tendres. « Que aimes-tu le plus en moi? De quoi aurais-tu peur si nous nous séparions? Comment vois-tu notre maison du Nord ?» Et Bjarni répondit à bord timidement, puis avec plus d'assurance. Il parla de son rire, qui lui donnait l'impression de respirer à nouveau, de sa colère, terrible et belle comme la tempête sur la mer, de sa crainte de la perdre, car jamais il ne retrouverait une femme aussi fière et vivante. Il parla du foyer qu'il imaginait, de leurs disputes, de leurs rires, de leur amour construit sur la vérité. Thurid écrivait, transformant ses paroles en lignes simples, irrégulières mais sincères. Ce n'était pas de la poésie savante, était une confession. Et au fil des heures, ils se découvrirent plus proches qu'ils ne avaient encore été. Non plus la fille du Jarl et le pauvre fermier, mais un homme et une femme, cherchant ensemble le sens du mot « nous ». Quand enfin le poème fut achevé, Thurid lui tendit le parchemin à travers la fenêtre. « Tiens, apprends-le, dit-elle. Et demain, dis-le devant tous. Ne crains rien. Parle comme tu parles maintenant. Et souviens-toi, je serai là. Je veux t'entendre. » Leurs doigts se frôlèrent lorsqu'il prit la page. Une chaleur subtile se répandit entre eux. « Merci, » murmura-t-il.
Merci de m'avoir donné une chance. Elle répondit avec un sourire fin. Ce Enso et pas moi qui t'ai donné cette chance. Ce sont les dés. Je ne veux simplement pas qu'elle soit perdue. Le matin, la place des Afnarik était noire de monde. On attendait ultime épreuve de Bjarni le malchanceux, composer un poème sur Thurid la tempête et émouvoir la foule. Les marchands avaient fermé leurs étals, les artisans posé leurs outils, même les esclaves avaient reçu permission d'assister. Sur l'estrade, les anciens prirent en place. Thorkel au centre, entouré d'hommes et graves drapés de manteaux de laine teinte, les doigts cerclés d'argent. À leur côté siégeait Eirik le jarl, dans son grand manteau vert bordé de fourrure. Son regard oscillait entre espoir et crainte. Il voulait voir Bjarni échouer, mais savait que, et s'il échouait, sa fille ne lui pardonnerait jamais la partie fatale des dés. Gudrun, vêtue une robe couleur automne, posa une main apaisante sur celle de son mari. « Quoi qu'il arrive, murmura-t-elle, ce sera mieux que de la marier à un homme qu'elle n'aurait pas choisi. » Eirik baissa les yeux. Il le savait, mais son orgueil saignait encore. Thurid se tenait non loin, vêtu de sa plus belle robe bleu profond, celui du ciel avant la tempête. Ses fibules scintillaient sous le soleil, les rangées de perles d'ambre et de verre luisant à sa poitrine. Ses cheveux, tressés en couronne, retenaient des fils de bronze qui captaient la lumière. Elle semblait inaccessible, royale, et pourtant, sous ce port altier, vibrait une nervosité que seule sa mère devinait. Bjarni se tenait au centre de la place. Il portait une tunique de laine grossière et des braies serrées aux chevilles. Pas de bijoux, juste un vieux ceinturon soutenant un couteau à poignée des hausses. Ses cheveux roux vaguement peignés défiaient encore la discipline. Sur son visage, les marques de ses anciennes chutes demeuraient. Il ressemblait à ce qu'il était, un homme simple jeté dans un destin trop grand pour lui. Mais dans ses yeux, nulle peur, seulement une résolution tranquille. Et beaucoup le remarquèrent. Thorkel se leva et proclama « Bjarni, fils de Halfdan, celui qu'on nomme le malchanceux, tu as relevé 2 épreuves. Voici la dernière. Compose un poème sur Thurid, fille d'Eirik. Est-ce s'il touche les cœurs de ses témoins? Tu deviendras son époux. Est-ce s'il échoue? Le serment sera rompu et tu seras libre. Commence. » Bjarni inspira profondément. Son cœur battait si fort qu'il en sentait les coups sous ses côtes. Il chercha le regard de Thurid, elle lui adressa un mince signe de tête. Cela suffit. Il déplia le parchemin et parla. Sa voix, à bord hésitante, gagna peu à peu en force. « Je ne suis pas ce scaldé, commença-t-il. Je ne sais pas tresser les mots comme ceux qui chantent les rois, mais je sais ce que je ressens. Et je veux vous parler de Thurid, fille d'Eirik, quoi. On appelle la tempête. Sa colère est un orage venu de la mer qui balaie tout sur son passage. Mais son rire est comme le soleil après la pluie, qui fait reverdir la terre. Elle n'est pas de celles qui se taisent devant elle, injustice. Elle est pas de celles qui se cachent derrière les hommes. Elle est forte comme les racines du vieux chêne ancré dans la tourmente. Et elle est belle comme la lueur du nord qui danse au-dessus des montagnes des hivers. » Un silence intense s'installa. La foule, à bord méfiante, se laissa gagner. Ce N n'était pas une ode d'apparat. C était une vérité nue. Bjarni poursuivit. Je crains de la perdre, non pas pour sa richesse ou son nom, mais parce que, à ses côtés, je me sens vivant. Avec elle, je haine et pas honte d'être qui je suis, un maladroit, un d'un homme qui tombe et se relève. Avec elle, je veux se bâtir une maison où elle, on se dispute, et où elle, on rit, où nos enfants s'hériteront de sa force et, peut-être, de mon obstination. Je ne peux lui promettre ni fortune ni aisance, mais je peux jurer être là quand les jours seront durs, de la relever quand elle tombera, et de elle,
aimer même quand elle me jettera ses chopes. Les derniers mots déclenchèrent un rire dans la foule. Un homme éclata de rire, puis un autre, et bientôt tout Afnarik résonna de joie. Non un rire moqueur, mais un rire chaud, bienveillant. Tous se rappelèrent la scène de la taverne, quand Turide avait jeté ses chops sur son père. Alors ils comprirent, Bjarni ne chantait pas une déesse lointaine, mais une femme réelle, avec ses orages et sa lumière. Et c'est était beau précisément parce que c'est était vrai. Quand il termina, un profond silence étendit sur la place. Bjarni, les mains tremblantes, tenait encore le parchemin. Puis un claquement isolé retentit. Un autre suivit. Et soudain, la place entière applaudissait. D abord timidement, puis avec frénésie. Les gens N applaudissaient peintes par la beauté des vers, mais la vérité du cœur. Chacun sentait que cet homme du Nord venait de parler sans phare, et cela valait plus que 1000 métaphores. Thorkel se leva, éleva la voix. L'épreuve est accomplie. Bjarni a fait battre les mains du peuple. Le serment est tenu. À toi de parler, Turide. Tous les regards se tournèrent vers elle. Ses yeux luisaient de larmes qu'elle ne songeait plus à cacher. Elle avança, la foule écarta. Devant Bjarni tout près, elle dit D, une voix ferme malgré ses sanglots. J'accepte. J'accepte d'être ta femme. Non parce que les DL ont décidé, mais parce que je le veux. Tu as passé les épreuves, mais surtout tu aimes à montrer qui tu étais. Et je veux être avec elle, homme que tu es. La place éclata de clameurs et d'acclamations. On se félicitait, on riait, on pleurait de joie. Eirik, la tête dans les mains, ne ressentait plus ni colère ni honte, seulement un immense soulagement. Gudrun, rayonnante, riait en sanglotant, serrant le bras de son mari. Thorkel hochait la tête, satisfait de voir la justice accomplie et la loi respectée. Au centre du tumulte, Bjarni et Turide restaient immobiles. Elle prit sa main, un contact simple, mais chargé une tendresse enfin libre. « Merci, murmura-t-elle. Merci de ne pas avoir renoncé. Merci d'avoir été vrai. » Bjarni sourit, et dans ce sourire se mêlait la gratitude, le soulagement et un amour timide que il apprenait à peine à nommer. « Je croyais être un malchanceux, » dit-il à voix basse. Mais peut-être suffisait-il attendre la bonne partie de D. Turide rit alors, d'un rire clair comme le vent sur la mer. Et en cet instant, ils comprirent tous deux que l'histoire ne faisait que commencer. Autres épreuves viendraient, autres disputes, mais aussi la joie, la lutte et la paix, partagées, non par fatalité, mais par choix. La blanche nuit étirait sur le village sans jamais devenir sombre. À peine le verdict prononcé, Afnarik anima comme un essaim. Des enfants couraient en criant la nouvelle. Les femmes qui sortaient de place et nappes. Les hommes traînaient en des planches et montaient des tables, en demi-cercle devant la grande estrade. On décida de célébrer la noce sur le champ, tant que la foire battait son plein, que les invités étaient là, que les rires résonnaient encore des vers de Bjarni. LR se chargea des odeurs, viande rôtie, poisson fumé, pain chaud, bière et miel. Et Eric observait de loin, debout au bord de la place. Ses serviteurs couraient, disposant les bancs et les coupes. Il sentait un poids sur sa poitrine, comme une pierre pesante. Il repensa au vieux Scald qui, jadis, lui avait dit qu'un homme se perd lui-même quand il laisse sa langue ivre parler à la place de son cœur. Il avait ri alors, et maintenant qu'il comprenait. Oui, il avait perdu sa fille au jeu, mais en la regardant, debout non loin, il se surprit à penser que LN était peut-être pas perdue. Peut-être venait-elle enfin de se trouver. Gudrun, au contraire, rayonnait. Fatiguée mais vive, elle dirigeait les préparatifs, disposant les coupes de terre cuite, les galettes, les jarres de bière. Elle riait en se souvenant de tous les prétendants que Turide avait éconduits, repartant furieux avec leurs présents. Et la voici, pensait-elle.
devenue elle-même un présent des dieux, offert au monde et choisissant à son tour. Dans sa chambre, Turide se tenait devant le miroir de bronze. Sur elle, non plus la robe bleue habituelle, mais la robe de noces de sa mère. Laine épaisse, dès un ton presque noir, brodée de fins motifs blancs au col et à elle et ourlet, comme elle écume au bord des rochers. Sur ses épaules brillaient deux grandes fibules ovales, reliées de perles d'Aix et ambre et de verre bleu, quand Éric lui avait offertes enfant. Ses cheveux, dénoués, tombaient en lourdes vagues sur son dos, retenus seulement par un lien de cuir. Sur son front reposait un simple cercle d'Aix, argent orné de runes anciennes, connu de Gudrun seule. La mère entra sans bruit, la contempla et dit doucement : « Cette robe te va, tu ressembles à la tempête la nuit, sombre, mais avec un feu dedans. » Turide soupira, ajustant le cercle. « J'aurais plutôt, elle, impression une victime qu'où on mène à elle, autel, » répondit-elle avec un faible sourire. « Et si je me trompais, si tout cela, haine, était qu'un bel élan passager? Si, dans un an, je deviens folle de le voir tout cassé. » Gudrunès s'approcha, posa les mains sur ses épaules. Haïr son mari parce qu'il n'est pas parfait ne mène à rien. Elle, l'essentiel, c'est qu'est de savoir. Riras-tu ou pleureras-tu quand il fera encore une bêtise? Ce jour-là, quand il était couvert de boue, tu riais. Te souviens-tu? Turide esquissa un sourire. Oui, comme si je regardais un miracle plutôt qu'un désastre. Il tombait 20 fois et se relevait toujours. Alors regarde-le ainsi pour le reste de ta vie, dit Gudrun. Pas comme un poids, mais comme un prodige. Tu as dit que tu, elle, acceptais par choix. Les choix une femme libre pèsent plus lourd, mais ils sont les siens. Ces mots S imprimèrent en Turide comme un sceau. Elle n'était plus elle enjeudée, un pari, une file de jarle offerte comme un troupeau. Elle devenait épouse par sa propre parole. C était vertigineux, mais juste. Elle prit le manteau de laine bordé de fourrure que lui tendait sa mère, le posa sur ses épaules. Il est temps, dit-elle simplement. La place débordait de victuailles. Gigots rôtis, poissons fumés, purée de navets, bouillie d'orge au beurre, des régiments de cruches de bière et d'aies, hydromel alignés sur les tables décorées de branches de bouleau et d'aies, épicéas tressés de rubans et de pendentifs de bronze, gage de prospérité. Près d'aies, un pilier. Le skald accordait sa harpe, prêt à mettre en chanson la naissance une nouvelle saga. Aux abords, des femmes attendaient Turide, tenant bouquets d'herbes et de fleurs, thym, millepertuis, camomille des champs. Quand elle apparut, elles les encerclèrent, jetant sur elle feuilles et pétales, comme pour chasser les ombres de son passé. Certaines murmuraient des vœux anciens, autres faisaient le signe de croix, autres encore touchaient un marteau de Thor suspendu à leur cou. Anciennes et nouvelles croyances s'unirent un instant comme deux rivières se rejoignant dans le même fjord. Bjarni, lui, attendait au centre. Son cœur battait comme un tambour. On lui avait donné une tunique propre de laine claire, brodée de vagues simples au col, un manteau sombre retenu par une agrafe de bronze, et, autour du cou, elle, amulette, argentée, Odin Kuya, avait porté son père. Il avait voulu, pour ce jour, la bénédiction des ancêtres. Il sentit les regards, la curiosité, le rire, le respect. Le pauvre fermier devenu le gendre un jarle, cela tiendrait du compte. Mais lui ne voyait plus qu'elle, ses yeux à elle, et ceux pleins émotions inconnues, de son futur beau-père. Quand Turide entra sur la place, un silence tomba, suspendu entre 1000 souffles. Elle avançait un pas assuré, le dos droit, le menton haut, son manteau sombre flottant derrière elle comme une vague. À cet instant, elle n'était plus simplement une mariée. Elle était la tempête faite chair,
Bjarni ne pouvait la quitter des yeux. Tout en lui se contracta à la mesure de sa grandeur. Et pourtant, plus que jamais, il sut que il voulait marcher à ses côtés, fût-ce contre le vent du monde. Eirik se leva à son approche. Il tenait à la main une épée ancienne, lame runique au fer terni, poignée gainée de cuir noirci. Selon la coutume, le père devait remettre à son gendre, elle, arme du foyer, symbole de la protection transmise avec la fille. Il contempla un instant la lame où se reflétait la lumière grise du ciel, puis murmura pour ceux qui se tenaient tout près. Cette épée appartenait à mon père, et avant lui à son père. Je voulais la donner à celui de mon choix. Il semble que les dieux et les dés en aient décidé autrement. Il remit la lame à Thuride. Elle la prit à deux mains, en sentit le poids, celui du métal, du sang versé, de la mémoire de son nom, puis se tourna vers Bjarni. Un battement de cils, un croisement de regards suffirent à combler tout un discours. Elle lui tendit l'arme, et il la reçut en tremblant, sentant le froid du fer entrer dans sa paume. Eirik parla d'É, une voix forte. À partir de ce jour, tu réponds de son honneur. Si jamais sa maison devient pour elle prison au lieu d'É, asile, je reprendrai cette épée, et sa liberté avec. Bjarni inclina la tête. Cela n'arrivera pas, dit-il. Je ne suis pas un homme chanceux, mais je ferai tout pour qu'elle ne regrette jamais son choix. Un murmure d'approbation parcourut la foule. Quelques rires fusèrent. Un homme lança Q au moins. Le malchanceux savait parler vrai, et la tension se dissipa. Le skald pinça les cordes de sa harpe, et la mélodie claire S éleva, filant entre les voix et les tintements de métal. Le festin commença. Les bancs se remplirent, les cornes de bière débordèrent de mousse. Le miel épais coulait dans les coupes. On riait, on chantait, on disputait le prix de la laine ou de acier. Les femmes spéculaient déjà sur le nombre de futurs enfants. Les vieillards murmurèrent que ils avaient pas vu cérémonie plus joyeuse depuis bien des hivers. Même les esclaves, relégués plus loin, reçurent de pain et viande, et se sentirent peut-être peur de cette allégresse commune. Au centre, Bjarni et Thuride siégeaient côte à côte devant les meilleures plates du fjord. Entre eux planait à bord une gêne douce. Leur rôle s'avait en fait changer. Ils étaient plus deux adversaires une épreuve mais unis par serment, et encore malhabiles dans ce nouveau lien. Bjarni tenta le premier mot, levant sa coupe de miel. Sa main trembla, le breuvage faillit se renverser. Thuride, un réflexe, détourna la coupelle, et leurs doigts se rencontrèrent sur le bois glissant. Une goutte jaillit, aucune ne se perdit. Ils éclatèrent de rire. La légèreté revint. « Les dieux sont encore de notre côté, » dit Thuride en riant. « Même ainsi ils aiment te voir trébucher. » Peut-être veulent-ils seulement que la vie reste amusante pour nous deux, répondit-il, le regard malicieux. Elle lui rendit son regard. Autrefois, elle aurait riposté une pique, gardant ses distances. Ce soir, elle se surprenait à vouloir rester proche. Elle leva sa coupe. Alors buvons à nos chutes et à nos relèvements communs. Ils burent. Le miel brûla doucement leurs gorges. Autour des le tumulte enflait. On frappait les tables du poing, on entonnait des chants de mer. Un ivrogne grimpa sur un banc pour danser, avant de effondrer dans les éclats de rire. Les enfants filaient entre les bancs, les chiens appeignaient les restes au sol. Lorsque le vacarme atteignit son apogée, Gudrun se leva. Dans ses mains, un grand gobelet de bois gravé de runes. Elle approcha des jeunes époux, y versa du miel mêlé des herbes parfumées. Selon la tradition, ils devaient partager la coupe, scellant ainsi leur union. Thuride et Bjarni échangèrent un regard, saisirent ensemble le calice et burent tour à tour, les yeux plongés un dans l'autre. Le miel coula lourd et âpre, comme la destinée même. Dans ce bref instant,
Le monde entier effaça. Il ne resta que eux deux au centre de leur propre saga. Mais la chance, toujours joueuse, choisit ce moment pour se rappeler. Posant la coupe, Bjarni heurta le bord du poing. Le récipient roula, lourd comme un animal décidé à s'échapper. Il voulut le rattraper, se leva trop vite, frappa du genou la jambe du grand banc, et tout bascula. Les plats, les cruches, les pains, tout s'écrasa dans un fracas d'éorage. Un silence absolu. La graisse ruisselait sur les planches, le miel sur les barbes. Un fermier hébété tenait un jambon sur ses genoux. Sa femme ruisselait de sauce et de choux. Un guerrier fixait sa barbe dégoulinante de bière. Bjarni, pétrifié au milieu du désastre, levait les mains comme pour se rendre au monde entier. Thurid éclata de rire. Dé aborde un souffle, puis un torrent. Elle rit jusqu'aux larmes, pliées en deux, haletantes. « Le voilà, mon mari !» lança-t-elle entre deux hoquets. Le vrai Bjarni, le malchanceux, même un festin ne lui résiste pas. Le rire contagieux balaya la gêne. On rit partout, on cesse, essuya. On se lança des quignons de pain. Le gros fermier leva son jambon en trophée. Si chaque maladresse de cet homme nous nourrit ainsi, qu'où il trébuche aussi souvent qu'il le veut, hurlements d'approbation. Éric, couvert de miel, se leva lentement. Une ombre passa dans ses yeux, le vieil éclat des autorité qui autrefois glaçait son monde. Mais il regarda sa fille, riante à en pleurer, son gendre confus et trempé, et il lâcha un reniflement amusé. « Au moins, dit-il, avec ce garçon on ne ennuiera pas. Et si les dieux m'ont donné un gendre capable de renverser la table entière, ma maison tiendra bien face aux tempêtes. » Les rires redoublèrent. On remit le banc droit, on servit de nouveaux plats, et la fête en fut que plus joyeuse. Le skald improvisa bientôt une ballade sur la bataille de Bjarni contre la table du mariage, reprise en chœur par toute la place. Quand le soleil effleura la mer et que la blanche nuit se tint dehors, on accompagna les jeunes époux. Des guerriers, torches à la main, formèrent un chemin de feu jusqu'à la maison du jarl. Ils marchèrent entre les flammes vacillantes, sous les regards émerveillés. Des étincelles montaient au ciel, se mêlant aux premières étoiles. Certains anciens murmurèrent des prières aux dieux anciens, autres traçaient le signe du nouveau. Tous savaient un pourtant, cette union n'était bénie autant par le rire que par les rites. Sous leur toit commun, dans la chambre, ornée de tapis aux motifs de loups et de navires, la fête effaça. Thurid, assise sur le lit recouvert de peau, observait Bjarni ranger ses rares affaires dans un coffre usé. Absorbé dans sa tâche, il ne vit pas à bord ses yeux posés sur lui. « Tu veux toujours repartir au nord demain ?» demanda-t-elle doucement. Il releva la tête. « Si tu viens avec moi, oui. Si tu veux rester ici, je resterai aussi. J'aurais est promis que ta vie ne serait jamais une prison. Si ton foyer est ici, ce sera aussi le mien. » Thurid resta un moment silencieuse. Il y avait pas si longtemps, elle, idée de quitter Hafnarik pour un misérable hameau perdu dans le nord, lui aurait semblé un cauchemar. Elle rêvait autres horizons, des feux étrangers sur des plages lointaines, de ces contrées où nul ne connaissait son nom. Mais cette image du Nord-Est était transformée. Ce était plus la pierre et la pauvreté qu'elle imaginait. Mais la promesse un lieu à bâtir, une vie à créer avec un homme qui ne craignait pas de tomber, ni de se relever. « Je veux voir ta terre, » dit-elle enfin. « Je veux savoir qui tu es là-bas, là où tu es né. Ensuite, nous déciderons où sera notre maison. Peut-être là-haut, peut-être ailleurs. Mais ce sera notre choix, pas un coup de dé. » Bjarni s'assit près d'elle, encore incertain, comme si un geste mal placé pouvait briser la fragilité de cet instant. Mais Thurid comblait déjà la distance. Elle posa la main sur sa joue, le força à tourner la tête vers elle, et lut dans ses yeux tout ce que elle savait déjà. La maladresse,
la peur, elle, obstination, et cette tendre sincérité, brûlante, simple, qui lui coupa le souffle. « Ne pense plus au dé, murmura-t-il. Désormais, entre nous, tout se décidera ici, dans nos mots, nos actes, et peut-être encore sur quelques tables renversées. » Il rit, puis, avec une timidité nouvelle, posa ses lèvres sur les siennes. Le baiser fut hésitant, maladroit, mais si vrai que Turide ferma les yeux et le laissa éclore, comme un germe fragile brisant la pierre. Le matin de leur départ, Rhys ouvrit sous un ciel clair et haut, sans nuages. La mer, docile comme pour bénir ce voyage, roulait doucement sur elle estran, auquel les attendait un petit dracar marchand, au mât unique, voile soigneusement replié, proue taillée des, un dragon à ailes, air plus bienveillant que farouche. À bord, on avait rangé des sacs de vivres, des caisses, 2 barriques de miel, des bottes de poisson séchées, quelques outils et des pots. Dans un coin, quelques moutons belayent et un fier bélier, celui-là même qu'on avait tant de fois perdu et retrouvé, attendait lui aussi son embarquement, comme un ancien compagnon refusant d'être laissé derrière. Eirik se tenait sur le quai, appuyé sur son bâton, le visage grave un homme qui peine à croire qu'il laisse sa fille partir si loin. Gudrun, à ses côtés, essuyait ses larmes du bout du voile, tout en souriant malgré tout. Non loin, Thorkel observait, garant du droit, attestant par sa seule présence que tout cela se faisait selon la loi, que elle et Union N étaient plus un jeu ni un hasard. « Eh bien, gendre, dit Eirik quand Bjarniès s'approcha, tu emportes ce que joie est de plus précieux. Tu as déjà prouvé 2 fois que tu savais retrouver ce qui est perdu, même au fond de la mer. Tâche de ne pas la perdre, elle. » Bjarni acquiesça, sérieux. J'aurais perdu beaucoup, moutons, argent, temps. Mais maintenant, j'aurais trouvé quelque chose que je ne veux pas perdre. Mais, y tiendrai comme un roc au cœur du torrent. Eirik sourit presque. Tes Moses s'améliorent, hein, garçon. Bientôt tu parleras comme un skald. Il marqua une pause, puis lui tendit la main. Et si un jour tu as besoin d'aide, si elle hiver t'écrase, si le sol se montre trop dur, souviens-toi, Afnariken n'est pas ouvert aux étrangers. Aussi longtemps que je vivrai, tu auras ici un foyer. Leur poignée de main fut celle un pacte silencieux, aussi fort qu'un serment runique. Turid étreignit sa mère longuement. Gudrun lui glissa au creux de l'oreille aux 1000 conseils entre 2 rires. Comment ne pas brûler la bouillie, comment sécher le poisson, comment écouter un homme sans taire sa propre voix. Turid hochait la tête en riant, consciente qu'elle apprendrait à sa façon, sur sa propre terre. Quand toutes les paroles furent dites et les étreintes échangées, ils montèrent à bord. La mer les accueillit doucement, berçant le bateau comme une mère son enfant. On leva la voile, le vent y engouffra, et Afnarik recula peu à peu. Dès à bord, les maisons, les toits herbeux, les volutes de fumée, puis seulement une tache claire entre les rochers, sur le quai. Les silhouettes demeuraient immobiles, minuscules, et Turid savait que parmi elles se tenait en ses parents tout son passé, les jeux, les querelles, les rires des enfances. Elle resta debout près du bastingage, le vent ébouriffant ses cheveux, son manteau gonflé comme une aile. Une émotion neuve tremblait dans sa poitrine. Bjarni vint se placer à côté d'elle. Un long silence, rythmé par les eaux frappant la coque, et les cris des mouettes, les unites. « J'avais peur, avoua-t-il. J'y ai toujours vécu là-haut seul, et maintenant j'y retourne à 2. J'y ai peur, parce que ma vie ne m'appartient plus entièrement. » Turid le regarda et répondit calmement. « Moi aussi, j'aurais peur. J'y ai grandi entre la voix de ma mère, les ordres de mon père, la chaleur un foyer plein de monde. Et je pars vers un lieu qui n'existe encore que dans tes mots. Mais cette peur-là, elle est différente. Avant,
je craignais qu'on me force. Maintenant, je craindais avoir choisi moi-même. Et c'était mieux ainsi. Bjarni se tourna vers son profil clair et sentit pour la première fois que toutes ces défaites, tous ces fardeaux, haine, avaient tient été que la route menant à ce jour, à cette mère, à cette femme. Peut-être, dit-il avec un sourire, que je haine n'était pas un vrai malchanceux. Il me fallait seulement attendre la bonne partie de dés. Et la bonne femme, celle qui ne craint pas les tables renversées. Turid éclata de rire. Son rire se mêla au fracas des vagues, aux appels des oiseaux, et S envola vers elle l'horizon comme mousse sur la houle. Devant eux les attendaient les champs pierreux, les vents glacés, les hivers sans fin, le travail rude, les querelles et les accords, tout ce que forge la vie partagée. Derrière eux restaient les dés jetés sur la table enfumée, la fanfaronnade ivre qui, était changée en destin. Entre ce passé et cet avenir, leur dracar oscillait doucement, petit monde flottant où deux êtres apprenaient à devenir un, nous. Et là-bas, à Hafnarik, le Skald commençait déjà sa nouvelle chanson. On y trouvait les dés et l'asserment, les chevaux et la mer, le coffre au trésor tiré des flots. Mais il y mettrait surtout deux choses. Le rire de Turid la tempête et la voix de Bjarni, lâche homme qui osa un jour dire devant tous la vérité de son amour. Et cette saga, leur saga, ne faisait que commencer.